Le roi est mort. Assassiné dans sa propre forteresse alors que la tempête recouvrait Norheim de neige et de silence. En quelques heures, 5 clans autrefois unis se dressent les uns contre les autres. Les accusations fusent. Les armées se rassemblent. Et une guerre fratricide semble désormais inévitable. Mais Tristan Jarnern, jeune guerrier des Aigles de Fer, refuse d'accepter la version que tout le monde est prêt à croire. Derrière le meurtre du roi se cache un complot plus vaste. Une trahison capable de plonger tout un royaume dans le chaos. Accompagné de quelques compagnons fidèles, il s'engage dans une course contre le temps à travers les montagnes glacées de Norheim. Une quête qui le conduira vers Fiona Ursienne, la fille d'un chef de clan rival. Une femme aussi courageuse que dangereuse à aimer. Tandis que les ombres s'étendent sur le royaume, une menace encore plus terrible approche depuis la mer. Une menace capable d'anéantir jusqu'au dernier clan. Entre guerre, honneur, amour et trahison. Voici l'histoire des Larmes de glace de Norheim. Installez-vous confortablement, et laissez le vent du nord vous emporter. Chapitre 1er. Le sang sur la pierre noire. Le vent hurlait comme une bête blessée entre les créneaux de la forteresse d'Iscarold. Ce genre de tempête, les habitants de Norheim la connaissaient bien. Elle venait de l'est, chargée de neige et de colère, balayant les fjords noirs avant de se briser contre les murailles de pierre volcanique que le vieux roi Harald avait lui-même fait ériger 40 ans auparavant. Ces nuits-là, les gardes rentraient leurs mains dans leur fourrure et gardaient la tête baissée. Personne ne regardait l'horizon. Personne ne guettait les ombres. Ce fut leur erreur. Tristan Jarnern découvrit le corps à l'aube. Il revenait d'une patrouille aux portes nord, claquant la neige de ses bottes sur le seuil de pierre, quand il vit les 2 gardes royaux affalés dans le couloir menant aux appartements du roi. Pas endormi. Mort. La gorge tranchée avec une précision qui ne devait rien au hasard. Du travail de professionnel. Son sang se figea. Il n'eut pas besoin d'ouvrir la porte. Elle était déjà entr'ouverte, et dans l'interstice filtrait une lumière de chandelle qui n'aurait jamais dû être allumée à cette heure. Il poussa le battant de l'épaule, la main sur le pommeau de sa hache, et entra. Harald le rassembleur gisait sur le sol de sa chambre, au pied de son trône de bois de cèdre et de bronze. Le vieil homme portait encore sa robe de nuit. Il n'avait pas eu le temps de se lever. Un seul coup, net, porté dans le dos par une lame fine. Le meurtrier connaissait son métier. Tristan s'agenouilla lentement. Les yeux du roi étaient encore ouverts, fixant le plafond voûté comme s'il cherchait une réponse dans les pierres. Son visage, creusé par 70 hivers de règne, conservait une étrange sérénité, celle des hommes qui n'ont pas eu le temps d'avoir peur. « Seigneur » murmura Tristan. Ce n'était pas une question. C'était une adresse au silence. Il demeura là un long moment, la neige fondant sur ses épaules, les mains crispées sur ses genoux. Autour de lui, la chambre était intacte. Rien de volé. Aucun signe de lutte. Le roi n'avait pas crié. Soit il dormait trop profondément, soit il connaissait son assassin. Dehors, la tempête continuait de hurler. La nouvelle traversa Iscarold comme un incendie dans une forêt sèche. Avant même que le soleil ait daigné se montrer à l'horizon, les émissaires galopaient déjà vers les territoires des 5 grands clans, portant le message que personne ne voulait entendre, Harald le rassembleur était mort. Norheim était sans roi. Tristan se tenait dans la grande salle aux colonnes de chêne et regardait les seigneurs réunis à la hâte se déchirer avant même que la dépouille du roi soit refroidie. Jarl Gunnar des Ursiens, massif et rougeau, frappait la table de son poing en réclamant justice. Lord Ingvar des Skeldar murmurait à l'oreille de ses lieutenants en jetant des regards suspicieux vers les délégués des autres clans. La vieille Runa des Boréans, dont le fils Sigurd brillait par son absence, observait tout du fond de la salle avec des yeux de corbeau qui ne perdent jamais rien. Bjorn Marteau de Fer vint se placer près de Tristan, ses 200 livres de muscles enveloppés dans un manteau d'ours qui lui donnait l'allure d'une montagne ambulante. « Ça va mal » dit-il à voix basse, avec la concision qui lui était propre. « Ça va aller pire » répondit Tristan. Il avait raison. 2 heures n'étaient pas écoulées que les premières accusations volaient déjà comme des flèches. Les Jarnern avaient été vus près des appartements royaux. Non,
C'étaient les Vargrim qui avaient des dettes avec le roi. Et puis les Boréans n'avaient-ils pas refusé de jurer allégeance l'hiver dernier? Tristan laissa les voix monter, se superposer, se contredire. Il regardait les visages. La peur, dans ces moments-là, transformait les hommes. Elle les rendait voraces. Ce fut Éric le silencieux qui lui toucha l'épaule. Éric ne parlait jamais pour ne rien dire, c'était pour cela qu'on l'avait surnommé ainsi, et non parce qu'il était muet. Quand il ouvrit la bouche, Tristan sut que c'était important. Les traces, chuchota le pisteur. J'ai relevé les traces dans la neige, sous la fenêtre de la chambre. Quelqu'un est reparti vers l'est. Vers l'école des Boréans. Tristan ne répondit pas immédiatement. Il observa encore la salle. Il vit la vieille Runa des Boréans se lever discrètement et quitter la pièce sans que personne ne la remarque. « Tu es certain, dit Tristan. Aussi certain que le gel en janvier. » Son père l'attendait dans une antichambre, loin du tumulte de la grande salle. Aldric Jarnern, chef du clan des Aigles de Fer, était un homme de 60 ans au regard d'acier et à la mâchoire de granit. Il avait combattu 20 guerres et survécu à chacune, ce qui faisait de lui soit un homme extraordinairement habile, soit un homme extraordinairement chanceux, probablement les deux. Il était assis sur un banc, les mains jointes entre ses genoux, et lorsque Tristan entra, il leva les yeux vers son fils avec une expression que Tristan ne lui connaissait pas. De l'inquiétude. Réelle. Profonde. Les autres réclament déjà une guerre de succession, dit Aldric sans préambule. Je sais. Gunnar des Ursiens dit que nous avons du sang sur les mains. Gunnar dit n'importe quoi parce qu'il a peur et que la peur lui ouvre la bouche. Aldric se leva lentement, les articulations craquant sous le poids des années. Il posa une main sur l'épaule de son fils, ce geste qu'il n'avait jamais été prodigue de faire, même dans l'enfance. Tristan. Si une guerre éclate entre les clans, il n'y aura pas de vainqueur. Nous nous entredévorerons jusqu'au dernier. Je le sais, père. Alors que proposes-tu? Tristan alla à la fenêtre étroite qui donnait sur la cour d'Iscarold. En bas, des guerriers aux couleurs de 4 clans différents se mesuraient du regard, les mains crispées sur leurs armes. Une étincelle et tout s'embrasait. Je propose que nous cherchions qui a tué Harald avant de laisser les autres décider à notre place. Et si les autres n'ont pas envie d'attendre? Alors nous devrons aller plus vite qu'eux. La réunion des chefs eut lieu à la mi-journée, dans la salle du conseil où Harald avait si souvent présidé entre ces mêmes murs de pierre noire. 5 tables. 5 bannières. 5 regards qui ne se faisaient plus confiance. Tristan prit la parole le premier, ce qui surprit tout le monde, et il n'était pas encore chef de clan, juste héritier. Mais sa réputation parlait pour lui, et les hommes respectaient ceux qui avaient prouvé leur valeur par le fer et non par la naissance. Harald est mort, dit-il. Et avant que nous décidions qui le pleure et qui le venge, il me semble utile de savoir qui l'a tué. Nous savons qui, gronda Gunnar des Ursiens en pointant un doigt épais vers les délégués Jarnern. Vous croyez savoir, corrigea Tristan sans élever la voix. C'est différent. Vos hommes rôdaient près de ces appartements. Mes hommes patrouillaient les couloirs comme ils le font chaque nuit depuis 6 ans. Il laissa le silence s'installer une seconde avant de poursuivre. Si nous nous accusons mutuellement sans preuve, si nous laissons la haine primer sur la raison, alors celui qui a plongé le couteau dans le dos de Harald aura gagné. Et Norheim mourra non pas d'une invasion, mais de sa propre folie. Il y eut un silence. Pas le silence de l'approbation, plutôt celui de la suspension. Des hommes habitués à trancher les nœuds plutôt qu'à les dénouer, forcés malgré eux à réfléchir. Ce fut Leif Mainrouge qui rompit le silence, assis derrière Tristan, avec cette voix cassée que 30 ans de bataille lui avaient laissée en guise d'héritage. Le garçon a raison. Et ceux d'entre vous qui préfèrent la guerre à la vérité feraient mieux de le dire clairement. Nouveau silence. Plus lourd cette fois. Le délégué boréan pas la vieille Runa, qui avait disparu, mais un jeune lieutenant du nom de Hakar croisa les bras et déclara d'un ton plat que les boréans étaient prêts à attendre une semaine. Pas plus. Après quoi, ils exigeraient réparation. Une semaine. Cette nuit-là, Tristan ne dormit pas.
Il se posta sur le chemin de ronde d'Iscarold et regarda les lumières des campements qui s'allumaient au pied de la forteresse. 4 camps distincts, séparés par des distances prudentes, chacun gardé par des hommes qui se méfiaient des autres comme de la fièvre noire. Des feux de guerre en temps de paix. Il suffisait d'un ivrogne, d'une querelle mal éteinte, d'une insulte entendue de travers, et la première bataille de la guerre de succession éclaterait là, dans la neige, sous les yeux du cadavre de leur roi. Sven aux 2 lames vint le rejoindre, enveloppé dans sa cape de loup gris, les 2 lames jumelles qu'il ne quittait jamais luisant dans l'obscurité. « Tu ruines ta santé à veiller ainsi », dit-il avec l'insolence souriante qui était sa marque. « Quelqu'un doit le faire. Ce quelqu'un n'a pas besoin d'être toi. » Alors qui? Sven ne répondit pas, parce qu'ils savaient tous les deux la réponse. Tristan regarda l'horizon vers l'est, là où les cols des Boréans disparaissaient dans l'obscurité et dans la neige. Éric lui avait confirmé les traces. Les empreintes menaient vers ces cols. Et quelque chose dans l'attitude de la vieille Runa, dans son départ précipité, dans l'absence inexpliquée de Sigurd Boréan à des funérailles qui n'avaient pas encore eu lieu. « Sigurd n'est pas venu, dit-il à voix haute. Les Boréans ont envoyé un subalterne à sa place. » Pourquoi? Sven haussa les épaules, mais ses yeux n'étaient plus moqueurs. « Je me pose la même question depuis ce matin. » Au loin, un loup hurla dans les montagnes. Puis un autre. Puis le silence revint, plus épais encore qu'avant, pesant sur Norheim comme une menace sans visage. Tristan ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, sa décision était prise. Il trouverait la vérité. Il la trouverait avant que la semaine soit écoulée, avant que les clans plongent dans une guerre fratricide dont aucun d'eux ne sortirait entier. Il suivrait les traces dans la neige jusqu'au bout, quelle que soit leur destination. Et si elle menait au Boréan, il le prouverait de façon à ce que personne ne puisse l'ignorer. Il rentra dans la forteresse et alla frapper à la porte de ses compagnons, un par un, dans la nuit. Bjorn. Éric. Leif et Sven. Aucun d'eux ne posa de questions. Ils bouclèrent leurs sacoches et sellèrent leurs chevaux avant l'aurore, dans le froid mordant d'Iscarold, tandis que 5 clans dormaient d'un sommeil de poudre à canon. Ils partirent vers l'est, dans la nuit et dans la neige. Derrière eux, la forteresse du roi mort s'effaça lentement dans la tempête qui reprenait. Tristan ne savait pas encore ce qu'il trouverait dans l'école des Boréans. Mais quelque chose, au creux de ses entrailles, ce même instinct qu'il avait sauvé plus d'une fois sur le champ de bataille lui soufflait que la catastrophe était déjà en marche. Et qu'il était peut-être le seul homme à pouvoir l'arrêter. Chapitre 2 Les traces dans la neige morte. Le col des Pierres Grises ne portait pas ce nom par hasard. À cette altitude, les roches affleuraient à travers la neige comme des os brisés qui refusaient de rester enterrés. Le vent les avait polis pendant des siècles, leur donnant cette teinte cendrée, presque argentée dans l'obscurité, qui donnait au passage l'allure d'un couloir funéraire. Les chevaux avançaient avec prudence, les sabots cherchant appui sur la pierre gelée, le souffle sortant en panache blanc dans l'air mordant. Éric le silencieux marchait en tête, à pied, les yeux rivés au sol. Tristan observait son pisteur avec attention. Éric avait ce don particulier de lire la neige comme d'autres lisaient les runes. Il y voyait des histoires entières, des intentions, des mensonges. Sa main gauche pendait légèrement en avant, les doigts effleurant parfois le sol sans raison apparente, et Tristan avait appris à ne jamais interrompre ce rituel silencieux. Ils étaient 3, dit finalement Éric sans se retourner. Des hommes de taille moyenne. Chaussures de cuir renforcées aux semelles, pas des bottes de soldats ordinaires. Des professionnels. Ils ne pressaient pas l'allure en repartant. Ils savaient qu'ils ne seraient pas suivis. Arrogant, marmonna Sven aux 2 lames depuis sa selle. Ou confiant, corrigea Leif main rouge. Ce n'est pas la même chose. Bjorn Marteau de Fer n'avait rien dit depuis leur départ d'Iscarold, ce qui pour lui était inhabituel. Le géant regardait les crêtes enneigées avec une méfiance visible, ses grandes mains crispées sur les rênes de son destrier et le seul cheval du royaume capable de le porter sans gémir. Il y a des sentinelles là-haut, dit-il enfin en pointant le menton vers un éperon rocheux qui surplombait le col. Tristan leva les yeux. Il ne vit rien. Tu es sûr? J'ai vu briller quelque chose. Métal sur pierre. Une lame ou un aume. Éric?
Le pisteur s'était immobilisé. Il renifla l'air comme un animal, puis s'accroupit lentement et pressa sa paume contre la neige à côté d'une des empreintes. Fraîche, dit-il. Depuis moins de 2 heures. Mais pas les mêmes hommes. Celles-là sont larges, profondes. Des guerriers en armure complète. Le silence qui suivit fut lourd de signification. Les Boréans savaient qu'ils étaient suivis. Ou du moins, ils avaient prévu qu'on pourrait les suivre. Tristan réfléchit rapidement. 5 hommes contre des sentinelles en position haute, dans un col qui offrait 1000 façons de tuer sans jamais se montrer. Il n'était pas question de forcer le passage. On descend, dit-il. On contourne par la vallée des Corbeaux. La vallée des Corbeaux, répéta Sven avec une grimace. Tu es sérieux. Personne ne passe par là en hiver. Ce qui signifie que personne ne nous y attendra. La vallée des Corbeaux tenait son nom d'une ancienne bataille que les anciens racontaient encore aux enfants pour leur apprendre la peur. 2 générations auparavant, un clan oublié y avait été massacré jusqu'au dernier. On disait que les Corbeaux avaient festoyé si longtemps sur les morts que leurs descendants avaient élu domicile ici pour toujours, attirés par quelque mémoire obscure de l'abondance. Les oiseaux étaient effectivement là. Des dizaines, perchés dans les pins noirs, observant les 5 cavaliers avec ce détachement tranquille que seuls les charognards peuvent se permettre. Personne ne parla dans la vallée. Pas par superstition enfin, pas seulement mais parce que l'écho y était traître et que le son portait loin entre les parois rocheuses. Ce fut dans ce silence que Tristan laissa ses pensées revenir à Harald. Il avait aimé ce vieux roi d'une affection qui le surprenait lui-même par sa profondeur. Harald n'avait pas été son père était Aldric, et Aldric avait ses propres manières d'aimer, rugueuses et rares. Mais Harald avait été quelque chose d'autre. Un modèle. L'exemple vivant qu'un homme pouvait gouverner par la justice plutôt que par la peur, qu'un roi pouvait mériter son trône plutôt que simplement le posséder. Et maintenant il gisait sur le sol de pierre noire d'Iscarold, et personne ne semblait pressé de chercher son meurtrier. Tout le monde préférait l'accuser du crime plutôt que de résoudre l'énigme. La colère, chez Tristan, ne ressemblait pas à la colère des autres hommes. Elle ne montait pas vite et ne se manifestait pas par des éclats. Elle descendait, lentement, comme le gel qui pénètre la roche et finit par la fendre. Et quand elle atteignait le fond, elle était froide et absolue. Tu penses à lui, dit Leif à sa gauche. Ce n'était pas une question. Je pense à ce que Noraim devient sans lui. Ce qu'elle devient, ou ce qu'elle est déjà en train de devenir. Tristan ne répondit pas. Ils sortirent de la vallée dans l'après-midi déclinant, la lumière hivernale coulant sur la neige comme du miel pâle, et Eric reprit les traces sur l'autre versant sans perdre un instant. Ils découvrirent le premier indice dans un relais de chasse abandonné, à 2 lieues des frontières du territoire boréan. Eric l'avait repéré le premier une couverture militaire aux couleurs des Boréans, cachée à la hâte sous un tas de bois, ainsi que 3 torchers consumés et les restes d'un feu éteint depuis une dizaine d'heures. Quelqu'un avait attendu ici. S'était réchauffé. Puis était reparti. Mais ce fut Sven qui trouva l'élément décisif. Sous une lame de plancher descellée, enveloppée dans un chiffon de cuir huilé, un seau en cire brisé, portant l'empreinte d'un blason que Tristan reconnut immédiatement. Le loup hurlant des Boréans. Et dessous, gravé dans la cire au lieu d'imprimer comme si on avait voulu ne pas utiliser de plume, ne laisser aucun document écrit 2 lignes de runes. La fille du clan ours. Avant la lune pleine. Tristan tint le morceau de cire dans sa paume un long moment. La fille du clan ours. Fiona Ursienne. La fille de Gunnar. Il l'avait entrevue 2 fois lors des grandes assemblées et une fois enfant, une fois il y a 3 ans, lors du dernier solstice d'hiver que Harald avait réuni tous les clans. Il gardait de cette seconde rencontre une image précise, et plus tenace qu'il ne l'aurait voulu. Celle d'une jeune femme dont la chevelure rousse captait la lumière des torchers comme une flamme vivante, dont les traits portaient cette harmonie rare qui fait qu'un homme regarde, puis détourne les yeux, puis regarde encore malgré lui. Mais ce n'était pas seulement cela. Elle riait trop franchement pour une noble, tenait son arc avec une aisance naturelle lors des jeux du soir, et regardait les hommes politiques se disputer avec une expression de mépris tranquille qu'il avait lui-même ressenti trop souvent pour ne pas la reconnaître. Il avait pensé, ce soir-là,
qu'il était rare qu'une beauté pareille s'accompagne d'autant de caractère. Puis il était rentré chez lui et avait tâché de ne plus y penser. Avant la lune pleine. Ils avaient 4 jours. Ils vont enlever Fiona Ursienne, dit-il. Les 4 hommes le regardèrent. Pourquoi faire, demanda Bjorn. Pour accuser les Jarnorn du crime. Nous avons des conflits anciens avec les Ursiens. Si leur fille disparaît et que des fausses preuves nous désignent. Gunnar nous détruirait, compléta Leif d'une voix blanche. Et avec lui, tous les autres clans qui n'attendaient qu'un prétexte. La guerre de succession devient une guerre de vengeance, dit Eric. Et Sigurd Boréan récupère Norheim sur les ruines. Sven souffla entre ses dents avec un sifflement grave. Pour une fois, il ne souriait pas. Élégant, dit-il. Vraiment élégant. Je et cet homme. Ils ne s'accordèrent pas le luxe de dormir cette nuit-là. Eric estima que les hommes de Sigurd avaient une avance d'une demi-journée, peut-être moins s'ils devaient passer par les routes officielles pour ne pas éveiller de soupçons. Lui et ses compagnons pouvaient couper à travers la forêt des pins noirs un passage que peu de gens connaissaient, traître en été, presque impraticable en hiver, mais qui réduisait le chemin de plusieurs heures. Ils entrèrent dans la forêt à la tombée du soir. Les pins noirs de Norheim n'avaient rien à voir avec les forêts claires du sud. Leurs troncs étaient épais comme des tours, leurs branches basses si denses qu'elles bloquaient presque toute lumière, et dans leur profondeur régnait une obscurité qui n'était pas simplement l'absence de jour mais quelque chose de plus ancien, de plus compact. Le sol y était étrangement libre de neige, recouvert d'un tapis d'aiguilles sombres qui absorbait le bruit des pas comme du velours. Leif murmura une prière aux esprits des bois. Vieille habitude de vétéran. Ils avancèrent à la file indienne, lentement, guidés par Eric dont les yeux semblaient s'adapter à l'obscurité mieux que ceux des autres. À un moment, il leva le poing et tout le monde s'immobilisa. Silence total. Puis Tristan l'entendit à son tour. Des voix, loin devant, étouffées par les troncs. Et quelque chose d'autre, un son qu'il ne reconnut pas tout de suite, puis identifia avec un crispement intérieur. Une lutte. Brève. Un cri étouffé. Ils l'ont déjà. Il n'avait pas terminé sa phrase qu'Eric disparaissait entre les arbres comme une ombre parmi les ombres. Tristan sauta à bas de son cheval, fit signe à Bjorn et Leif de rester avec les montures, et suivit son pisteur avec Sven à ses talons. Ils progressèrent silencieusement, utilisant les troncs comme couverture. 100 pas. 50. 20. La scène se dessina dans la lumière de 2 torchers plantés dans le sol. 6 guerriers boréans entouraient une silhouette qu'ils venaient manifestement de ceinturer de cordes. Une femme. Elle se débattait encore avec une énergie qui avait visiblement surpris ses ravisseurs. 2 d'entre eux portaient des traces de coups sur le visage, et un 3e tenait son poignet gauche avec une grimace de douleur. Même lié, même en colère, même dans la lumière vacillante des torchers, Tristan reconnut Fiona Ursienne. Elle était exactement comme dans son souvenir, et rien à voir avec son souvenir en même temps. Plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Une chevelure rousse qui avait dû être tressée avant que la lutte ne la défît. Des yeux vert foncé qui brûlaient de quelque chose qui n'était pas de la peur du tout. Elle regardait ses ravisseurs avec une fureur concentrée, cherchant encore une faille, calculant encore ses possibilités malgré les cordes. « Tu as tué mon cheval », dit-elle à l'un des guerriers d'une voix qui ne tremblait pas. « Pour ça seule, je te ferai regretter d'être né. » L'homme ricana. La fille de l'ours griffe même enchaînée. Sigurd sera amusé. Tristan regarda Eric. Le pisteur dressa 2 doigts de garde en position arrière, hors du cercle de lumière. Puis il indiqua la gauche et la droite en un geste précis. Il n'avait pas besoin de parler. Eric disparut vers la gauche comme une vapeur. Sven dégaina ses 2 lames avec un sourire qui, dans l'obscurité, ressemblait à la grimace d'un prédateur, et s'évanouit vers la droite. Tristan compta jusqu'à 10. Puis il sortit de l'obscurité, sa hache dans la main gauche et son épée dans la droite, et entra dans le cercle de lumière comme si les ténèbres l'avaient simplement relâché. « Bonsoir, dit-il. » Les 6 guerriers boréans pivotèrent d'un bloc. Un instant de stupeur, juste un instant, car ces hommes étaient des professionnels. Puis les lames sortirent.
Tristan n'attendit pas. Il chargea le plus proche, feinta à gauche et frappa de la hache en arc montant, prenant le guerrier sous le bras droit là où l'armure laissait un espace entre la côte et le brassard. L'homme tomba avec un cri court. Le deuxième attaqué déjà par le flanc. Tristan pivota sur son talon, encaissa un coup d'épaule qui l'envoya reculer d'un pas, et para la lame de son épée avant de répondre d'un coup de pommeau au visage. À sa droite, Sven était déjà au travail. Deux guerriers le prenaient en tenaille, ce qui aurait été fatal contre n'importe qui d'autre, mais Sven au-delà dans l'obscurité d'une forêt ressemblait moins à un homme qu'à une idée de la mort. Ses lames dansaient dans la lumière des torchers avec une économie de mouvement qui fascinait même Tristan dans les pires moments. Un craquement de branches. Un son sourd. Puis le silence là où se tenaient les deux gardes arrière. Éric. En moins d'une minute, 5 des 6 guerriers étaient à terre morts ou hors de combat. Le 6e, celui qui avait tenu le poignet blessé, s'était enfui entre les arbres. Tristan le laissa partir. Il avait besoin qu'un survivant rentre auprès de Sigurd et lui rapporte ce qui venait de se passer. La peur, parfois, était plus utile qu'un cadavre supplémentaire. Il se retourna vers Fiona. Elle le regardait avec les cordes encore au poignet et une expression qu'il n'aurait pas su définir avec précision. Ni gratitude ni soulagement, quelque chose de plus compliqué. L'évaluation d'un regard qui jaugeait les gens rapidement et ne leur faisait pas de cadeau. « Vous êtes un Jarnörn, dit-elle. Tristan. Fils d'Aldric. Je sais qui vous êtes. Elle tendit les poignets. Il trancha les cordes d'un geste propre. Elle frictionna ses poignets en regardant autour d'elle les guerriers à terre, Sven qui essuyait ses lames, Éric qui réapparaissait silencieusement entre les troncs. Ils ont tué mon cheval, répéta-t-elle. Un alezan de 7 ans que j'avais dressé moi-même. Je sais, dit Tristan. Et je suis désolé. Elle le regarda à nouveau, plus longtemps cette fois. Pourquoi les Jarnörn m'ont-ils sauvé? Les Jarnörn sont censés être ceux qui m'ont enlevé. C'est ce que mon père va croire. C'est exactement ce que Sigurd Boréan veut que votre père croie. Un silence. Dans les branches hautes des pins noirs, un corbeau invisible remua ses plumes. Alors il faut rejoindre mon père rapidement, dit-elle, et sa voix avait pris une qualité différente, toujours ferme, mais tendue maintenant, comme une corde d'arc. Pas encore, répondit Tristan. Elle fronça les sourcils. Pardon? Sigurd sait que nous l'avons déjoué. Il va mettre des hommes sur toutes les routes qui mènent aux territoires ursiens. Si nous partons maintenant, nous marchons dans ces pièges. Et où proposes-tu d'aller? Tristan regarda le ciel entre les branches, cherchant les étoiles qui lui indiqueraient le nord-est. Il y a un refuge de chasseurs à 2 heures d'ici. Nous y passerons la nuit et nous déciderons du chemin au matin. Fiona Ursienne l'observa encore un long moment, avec ce regard qui pesait les hommes et les trouvait souvent trop légers. Puis elle dit simplement. En avant, alors. Et elle marcha la première vers l'obscurité de la forêt, sans attendre qu'on lui montre le chemin, comme si les ténèbres ne lui faisaient aucun effet. Tristan la regarda s'éloigner entre les troncs noirs. Quelque chose, dans cette nuit froide et silencieuse, venait de changer. Il n'aurait pas encore su dire quoi. Ce fut Éric, en queue de groupe, qui s'arrêta le dernier avant de quitter la clairière. Il regarda longuement vers le sud, là où le fugitif avait disparu dans les arbres. Puis il se retourna vers le nord-est et suivit les autres. Il n'avait pas eu besoin de parler pour que Tristan comprenne. Le 6e guerrier n'allait pas simplement rapporter sa défaite à Sigurd Boréan. Il allait rapporter que Fiona Ursienne était en vie et qu'elle était avec les Jarnörn. Sigurd aurait des hommes sur tous les cols avant l'aurore. Et entre la forteresse des Boréans et les territoires ursiens, il n'y avait qu'un seul passage praticable en hiver pour un groupe de 6 personnes à cheval. Un passage que Sigurd Boréan connaissait aussi bien que ses propres cicatrices. La nuit allait être longue. Et le pire, peut-être, restait encore à venir. Chapitre 3 Ce que cache la neige. Le refuge de chasseurs n'était guère plus qu'une cabane de rondins coincée entre 2 rochers, avec un toit de chaume que la neige avait alourdi jusqu'à menacer l'effondrement et une porte qui ne fermait plus qu'à moitié. Mais il y avait une cheminée, du bois sec empilé contre le mur intérieur, et 4 murs qui arrêtaient le vent.
C'était suffisant. Björn fit du feu avec la méthode rapide qu'il tenait de son père Amadou, Silex, 2 coups précis pendant qu'Eric disparaissait dans l'obscurité pour surveiller les approches. Leif Main-Rouge s'installa près de la porte avec son épée courte sur les genoux, les yeux mi-clos mais l'oreille tendue. Sven Odelam trouva un coin sombre, s'y enroula dans sa cape de loup et ferma les yeux avec la conscience tranquille d'un homme qui sait s'endormir n'importe où et se réveiller au moindre bruit suspect. Tristan resta debout près de la cheminée, les bras croisés, regardant les flammes naissantes sans les voir vraiment. Fiona s'était assise sur le seul tabouret de la cabane. Elle n'avait pas demandé de l'aide pour soigner les marques que les cordes avaient laissées sur ses poignets, elle avait simplement déchiré un morceau de sa chemise intérieure et s'était bandé elle-même les 2 poignets avec des gestes précis, sans un mot, sans une grimace. Maintenant elle regardait le feu, les mains posées à plat sur ses genoux, et quelque chose dans sa posture, les épaules légèrement rentrées, la mâchoire trop contractée trahissait ce que son visage refusait d'exprimer. Elle tenait. Mais elle tenait par volonté pure. « Votre cheval » dit Tristan sans préambule. « Comment s'appelait-il » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la question. « Pourquoi » ? « Parce que vous l'avez mentionné 2 fois. Ce genre de cheval mérite qu'on sache son nom. » Un silence. Quelque chose passa dans son regard, une brèche minuscule dans la cuirasse. « Solgarm » dit-elle. Ça veut dire flamme dorée dans l'ancien dialecte du Nord. Mon père me l'avait offert pour mes 16 ans. Elle marqua une pause. Il n'aimait pas les étrangers. Il ne laissait personne d'autre le monter. Il avait bon goût. Elle le regarda une seconde de trop, cherchant l'ironie. Elle n'en trouva pas. Elle détourna les yeux vers le feu. « Vous n'êtes pas ce que je pensais » dit-elle après un moment. « Qu'est-ce que vous pensiez » ? Que les Jarnörn étaient des guerriers sans nuance. Des gens qui résolvent tous les problèmes avec une hache. Nous résolvons effectivement beaucoup de problèmes avec une hache. Ce n'est pas ce que j'ai vu ce soir. Tristan ne répondit pas. Il ajouta une bûche dans le feu et regarda les étincelles monter vers le trou de fumée. Dehors, le vent avait repris, moins violent qu'à Iscarol mais suffisamment présent pour rappeler à chacun dans quelle saison et dans quel pays il se trouvait. « Dormez, dit-il. Nous partons avant l'aube. Je ne dors pas facilement dans des endroits inconnus. Essayez quand même. » Elle faillit répliquer et il vit la réponse se former sur ses lèvres puis elle s'arrêta, inclina légèrement la tête comme si elle accordait un point dans un débat intérieur, et s'allongea sur le sol près du feu en utilisant sa cape roulée comme oreiller. Tristan s'installa contre le mur opposé et s'autorisa à la regarder une fois, brièvement, avant de fermer les yeux. Il avait pensé, ce soir-là, comme il y a 3 ans, qu'il était rare qu'une beauté pareille s'accompagne d'autant de caractère. Il n'avait pas changé d'avis. Eric les réveilla 2 heures avant l'aube avec son habituel toucher d'épaule qui ne laissait aucune place à la confusion entre le sommeil et la vigilance. « Des cavaliers, dit-il. 6. Peut-être 8. Il longe la crête nord en direction du col de Vargmar. Sigurd boucle les passages, dit Leif en se levant. Tous sauf un, répondit Eric. La gorge des mers pierreuses. Personne ne l'emprunte en hiver parce que le sol est instable et que les parois surplombantes accumulent la neige. Risque d'avalanche. Sven ouvrit un œil depuis son coin sombre. Tu viens de dire risque d'avalanche d'un ton particulièrement décontracté. Avec précaution, la gorge est praticable. J'y suis passé en janvier il y a 2 ans. Seul. De nuit? Non. Avec un chien. Un chien. Formidable. Nous voilà rassurés. Fiona s'était levée sans bruit et avait déjà récupéré l'arc que les guerriers boréans lui avaient confisqué et que Björn avait ramassé dans la clairière. Elle vérifiait la corde avec des gestes méthodiques, testant la tension entre ses doigts. « Je connais la gorge des mers pierreuses », dit-elle sans lever les yeux. « Mon père m'y a emmené chasser il y a 4 ans. Il faut longer le mur et ne pas dépasser le pas de marche. » Tout le monde la regarda. Quoi, dit-elle. Je chasse depuis mes 10 ans. Tristan se leva et regarda Eric. Elle passe devant avec toi.
La gorge des mers pierreuses portait son nom en l'honneur de 3 formations rocheuses qui se dressaient à son entrée comme des femmes de pierre se faisant face. Les anciens disaient que c'étaient des guerrières transformées en roc par les dieux pour garder un passage que les mortels n'avaient pas à connaître. À la lumière froide et bleue qui précède l'aube dans les montagnes du nord, ces rochers avaient effectivement quelque chose d'inquiétant. Leurs silhouettes penchées semblaient surveiller les intrus, et la neige accumulée à leurs pieds ressemblait à des robes déployées. Bjorn ne dit rien en passant devant elle, mais ses lèvres remuèrent légèrement. Ils avancèrent en file serré, les chevaux au pas, les sabots enveloppés dans des chiffons que Leif avait sortis de sa sacoche vieille habitude de vétéran pour amortir les bruits sur la pierre. Eric et Fiona marchaient en tête, et Tristan, qui les observait de derrière, remarqua qu'ils communiquaient par gestes sans avoir jamais eu besoin de se concerter préalablement. Soit elle comprenait le langage de pisteur instinctivement, soit elle avait été formée mieux que la plupart des soldats. Il optait pour les deux. La gorge était étroite par endroits, à peine assez large pour que 2 chevaux passent de front et les parois surplombantes créaient un effet de tunnel oppressant. La neige accumulée en corniche au-dessus d'eux représentait des tonnes de matière suspendues dans un équilibre provisoire. Personne ne parlait. Personne ne toussait. Ils respiraient court et suivaient la ligne tracée par Eric avec la discipline silencieuse des gens qui comprennent que leur vie tient à leur capacité à ne pas faire de bruit. À mi-parcours, le cheval de Sven glissa sur une plaque de glace dissimulée sous la neige fraîche. La bête émit un hennissement bref et involontaire. Tout le monde se figea. Au-dessus d'eux, la neige craqua. Un son minuscule. Presque rien. Comme une articulation qui se détend. Puis le silence revint, compact et suspendu, pendant 10 secondes qui parurent durer beaucoup plus longtemps. Tristan ne respirait plus. Finalement, Eric fit signe d'avancer, lentement, très lentement, un pas à la fois. Ils couvrirent les 200 pas restants en ce qui dut être une demi-heure, et quand la gorge s'ouvrit enfin sur le versant opposé, chacun souffla silencieusement l'air qu'il retenait depuis trop longtemps. Sven regarda son cheval avec une expression mêlant le soulagement et le reproche. « Toi et moi, on aura une conversation, murmura-t-il à l'animal. Le soleil était levé depuis 1 heure quand les premières tensions éclatèrent. Cela commença par une question simple de Fiona, posée pendant qu'ils traversaient une forêt de bouleaux blancs et que les chevaux reprenaient une allure normale. Pourquoi Sigurd veut-il la guerre? Il n'a rien à y gagner. Même victorieux, les Boréans seraient affaiblis. Sigurd ne veut pas la guerre entre les clans, répondit Tristan. Il veut un chaos contrôlé. Un conflit qui épuise tout le monde sauf lui, qui se tient en retrait pendant que les autres se saignent. Et quand il ne reste plus de force vive dans les autres clans. Il ramasse les morceaux, compléta TL. Avec le trône de givre comme récompense. Elle réfléchit à cela en silence pendant quelques instants, les yeux sur l'horizon entre les troncs blancs. Harald le savait? Je pense que Harald voyait beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça qu'il est mort. Un autre silence, plus lourd. Votre père va chercher à se venger de Sigurd, dit-elle. Même avec les preuves que nous rapportons. Mon père est un homme de raison quand on lui en laisse le temps. Et si Sigurd ne lui en laisse pas le temps? Tristan la regarda sur le côté. Elle le regardait aussi, et dans son regard il y avait quelque chose qui ne ressemblait pas à de la méfiance, plutôt à une évaluation honnête, le genre qu'on réserve aux gens qu'on commence à prendre au sérieux. Alors nous devrons aller plus vite que Sigurd, dit-il. Nous, répéta-t-elle avec une légère insistance sur le mot. Oui. Nous. Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans ses épaules changea imperceptiblement. Comme si un poids s'y était posé et avait été accepté. Ils s'accordèrent une halte en milieu de journée près d'un torrent gelé. Leif distribua les provisions de sa sacoche viande séchée, fromage dur, pain noir qui avait la texture du bois mais qui remplissait l'estomac. Bjorn mangea 3 fois la portion de tout le monde sans commentaire. Sven inventa 2 insultes créatives à l'adresse des Boréans en général et de Sigurd en particulier, ce qui arracha un sourire involontaire à Fiona le premier que Tristan lui voyait. Ce fut pendant cette halte qu'elle s'éloigna seule de quelques pas vers le torrent, regardant la glace qui emprisonnait l'eau sans vraiment la voir. Tristan attendit un moment, puis vint se placer à côté d'elle, pas trop près, regardant dans la même direction.
Vous pensez à votre père, dit-il. Je pense à ce qu'il ressent en ce moment. Il croit que je suis, elle s'arrêta. Il a dû envoyer des guerriers au Jarnern. Il est peut-être déjà en route pour la guerre. Nous le retrouverons avant. Vous ne pouvez pas le promettre. Non, dit Tristan simplement. Mais je vous le promets quand même. Elle se tourna vers lui, et pendant un instant le masque de la femme forte et indépendante laissa passer quelque chose d'autre. Quelque chose de plus vulnérable et, paradoxalement, de plus réel. Pourquoi, dit-elle doucement. Pourquoi vous risquez-vous pour moi? Pour la paix entre les clans, d'accord, j'entends cet argument. Mais il y avait d'autres façons d'agir. Il n'y en avait pas de meilleure. Ce n'est pas une réponse. Tristan regarda le torrent gelé. Dans les profondeurs de la glace, l'eau continuait de couler, invisible et pourtant présente, on pouvait l'entendre si on tendait l'oreille, un murmure sourd et patient sous la surface immobile. Harald m'a dit quelque chose, la dernière fois que je l'ai vu, dit-il. 3 semaines avant sa mort. Il m'a dit que les royaumes ne meurent pas de leurs ennemis. Ils meurent de l'indifférence de ceux qui auraient pu agir et ne l'ont pas fait. Il marqua une pause. Je ne veux pas être cet homme-là. Fiona le regarda longtemps. Harald avait raison, dit-elle finalement. C'était un grand roi. Oui. Nous l'avons mal mérité. Elle dit nous sans préciser lequel des clans elle désignait, ce qui signifiait qu'elle les incluait tous. Tristan en fut surpris, la plupart des nobles ne s'incluaient jamais dans la faute collective. Ils restèrent un moment côte à côte sans parler, regardant la glace et l'eau prisonnière dessous, et ce silence-là était différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Moins défensif. Plus proche de quelque chose qu'on appelle, faute de meilleurs mots, de la confiance. L'après-midi touchait à sa fin quand Eric, qui éclairait toujours la route, s'arrêta net et leva le poing. Tristan fut à sa hauteur en quelques secondes. Devant eux, à 200 pas, une vingtaine de cavaliers bloquaient le chemin. Ils portaient les couleurs des Boréans, et leurs arcs étaient déjà armés. Au centre du groupe, sur un destrier noir, se tenait un homme que Tristan reconnut immédiatement malgré la distance. Grand. Mince avec une minceur trompeuse qui cachait des muscles de serpent. Un visage étroit, des yeux pâles qui ne sciaient jamais. Un sourire permanent qui n'avait rien d'aimable. Jarl Sigurd Boréan en personne. Il avait anticipé la gorge des mers pierreuses. Bien joué, dit Sigurd depuis sa selle, d'une voix qui portait sans effort dans l'air froid. J'avoue ne pas avoir pensé à ce passage. Son regard glissa vers Fiona et s'y attarda une seconde de trop, avec une froideur calculatrice qui fit monter la bile à la gorge de Tristan. Mais il ne reste qu'une route vers les territoires ursiens. Et vous êtes dessus. Tu as tué Harald, dit Tristan. Ce n'était pas une question. C'était une accusation posée à voix haute dans un lieu sans témoin, comme un caillou jeté dans une eau profonde pour voir ce qui remonte. Sigurd inclina légèrement la tête. Les morts ne parlent pas, Jarnern. Et les vivants ont intérêt à choisir leurs mots avec soin. Rends-toi, dit Tristan. Viens avec nous. Comparais devant les chefs de clan. Si tu es innocent, tu n'as rien à craindre. Le sourire de Sigurd s'élargit d'1 millimètre, ce qui le rendit plus froid encore. 20 contre 5. Il corrigea, 20 contre 6, si on compte la fille. Qui, soit dit en passant, n'a plus d'arc. Elle a un arc, dit la voix de Fiona derrière Tristan. Il se retourna. Elle avait mis pied à terre silencieusement, et tenait son arc bandé avec une flèche encochée, visant Sigurd avec un calme qui contrastait violemment avec la situation. À cette distance, dit-elle, je ne rate jamais. Pas même les cibles minces et prétentieuses. Sigurd la regarda. Pour la première fois depuis le début de l'échange, quelque chose dans ses yeux pâles bougea. Pas de la peur de la réévaluation. Vous n'avez nulle part où aller, dit-il. Nous savons exactement où on va, répondit Tristan. Et toi, Sigurd, tu as fait une erreur ce soir. Laquelle? Tu es venu toi-même. Un homme qui envoie ses tueurs dans l'ombre n'a pas à salir ses propres mains. Mais te voilà en personne,
avec tes hommes en couleur boréane, à bloquer le chemin d'une fille que tu devais ne jamais avoir vue. Tristan laissa les mots s'installer. Quand cette nuit sera racontée, qui croira que tu n'as rien à voir avec son enlèvement? Le silence qui suivit fut différent des autres. C'était le silence d'un homme qui recalcule. Sigurd regarda longuement Tristan. Puis Fiona. Puis à nouveau Tristan. Retirez-vous, dit-il finalement à ses hommes d'une voix parfaitement égale, comme si la décision lui coûtait aussi peu qu'un changement de direction dans une promenade. Les cavaliers s'écartèrent lentement. Le chemin s'ouvrit. Sigurd donna une dernière impulsion à son destrier pour passer près de Tristan, si près que les étriers se frôlèrent presque. Il se pencha légèrement. Ce n'est pas fini, dit-il très doucement, pour lui seul. Non, convint Tristan. Ça ne fait que commencer. Sigurd s'éloigna sans se retourner. Ils galopèrent pendant 2 heures sans s'arrêter. Quand les premières lumières du territoire ursien apparurent enfin à l'horizon, dans la nuit tombante, Fiona laissa échapper un souffle long et silencieux. Tristan l'entendit depuis sa selle, et la discrétion avec laquelle elle relâchait enfin cette tension qu'elle avait portée pendant 2 jours lui parut plus courageuse que n'importe quel acte guerrier. Ils ralentirent au trot, puis au pas. Vous avez dit la vérité à Sigurd, dit-elle sans le regarder. Sur le fait qu'il a fait une erreur en venant lui-même. Oui. Il le sait. C'est pour ça qu'il va agir vite maintenant. Avant que nous puissions réunir les clans. Je sais. Vous n'avez pas l'air inquiet. Je le suis. Il tourna la tête vers elle. Mais j'ai vu pire. Elle réfléchit un instant, puis dit quelque chose qu'il n'attendait pas. Merci pour Solgarm. Pour avoir compris que c'était important. Tristan ne répondit rien. Il n'y avait rien à répondre à une gratitude exprimée aussi directement, sans détour ni ornement. Ils chevauchèrent en silence sous les premières étoiles. Et dans ce silence, entre ces 2 personnes que tout séparait et que le destin venait de placer côte à côte, quelque chose de fragile et d'indéfinissable commença de prendre forme aussi discret et aussi tenace que les premières pousses qui percent la glace avant même que l'hiver ait renoncé. Devant eux, une lumière orangée grandit dans la nuit. Un campement. Des bannières. Et au-dessus des bannières, Tristan distingua les couleurs de son propre clan blanc et or des Jarnörn mêlées aux couleurs des Ursiens. Son sang se refroidit d'un coup. Les 2 clans étaient déjà face à face. Et entre leurs lignes, dans l'espace vide que séparaient les torchers des uns et les feux de camp des autres, il y avait le silence électrique des hommes qui n'attendent plus qu'un signal. Chapitre 4 Quand les loups apprennent à marcher ensemble. Tristan n'hésita pas une seconde. Il lança son cheval au galop vers les 2 lignes, seul, sans attendre ses compagnons, droit dans l'espace vide entre les torchers des Jarnörn et les feux des Ursiens. C'était soit le geste le plus courageux de sa vie, soit le plus stupide. La frontière entre les 2 était mince dans les terres du Nord, et les hommes qui vivaient longtemps étaient ceux qui savaient quand la franchir. Il s'arrêta au centre exact de cet espace, visible des 2 camps, et leva les 2 mains ouvertes au-dessus de sa tête. Jarnörn, cria-t-il vers les siens. Baissez vos armes. Un silence tendu. Puis des murmures. Ursien. Il pivota vers le camp d'en face. Regardez qui chevauche derrière moi. Il entendit les sabots de Fiona avant de la voir. Elle était passée devant ses compagnons et galopait vers lui, sa chevelure rousse déployée dans le vent froid de la nuit comme une bannière improvisée. Elle s'arrêta à sa hauteur, se redressa sur sa selle, et dans la lumière croisée des torchers et des feux de camp, sa silhouette fut parfaitement reconnaissable. Le camp ursien explosa. Pas en violence. En soulagement de ce bruit particulier que font des centaines d'hommes quand la tension qui les habitait depuis des heures se disloque d'un coup. Des cris. Des noms. Et par-dessus tout, une voix qui dominait les autres par sa seule masse naturelle. Fiona. Gunnar des Ursiens traversa ses propres lignes à pied, sans escorte, ce qui était soit un acte de confiance soit l'effet d'une émotion trop grande pour attendre qu'on selle un cheval. L'homme était massif comme son clan, les épaules larges et les bras épais, avec une barbe poivrée celle qui lui descendait jusqu'à la poitrine et des yeux sombres qui, en ce moment précis, ne ressemblaient en rien à ceux d'un chef de guerre.
Fiona descendit de cheval avant même que sa monture soit arrêtée et alla vers son père en 3 pas rapides. Gunnar la saisit dans ses bras avec la brutalité maladroite des hommes peu habitués aux gestes tendres, et la tint serrée contre lui pendant un long moment, les yeux fermés, une main dans ses cheveux comme si elle avait 12 ans. Personne ne parla dans les 2 camps. Puis Gunnar releva la tête et chercha Tristan du regard. Il le trouva facilement. Tristan ne s'était pas écarté, il tenait toujours sa position au centre de l'espace entre les 2 armées, les mains ouvertes, le visage calme. Les 2 hommes se regardèrent par-dessus la tête de Fiona. Gunnar Ursien desserra lentement les bras autour de sa fille. Il se redressa à sa pleine hauteur, ce qui était considérable. Il avait les yeux brillants d'une colère encore présente, et d'autres choses aussi. « Jarnörn » dit-il d'une voix qui portait sur tout le campement. « Ursien » répondit Tristan. Un silence. « Ta tante. »« Dans 1 heure. »« Avec ton père. » Ce n'était pas une invitation. C'était quelque chose entre un ordre et un armistice. « Nous serons là, » dit Tristan. La tente de Gunnar était grande comme une salle de conseil, tendue de peau d'ours et éclairée par 6 lampes à huile qui jetaient une lumière ambrée sur les visages. Aldric Jarnörn était arrivé le premier, raide et silencieux dans son manteau d'hermine, le visage illisible comme une falaise. Il avait regardé son fils entrer sans un mot, mais dans ce silence Tristan avait lu à la fois le soulagement et la question. Fiona était assise à la droite de son père, les mains jointes sur la table. Elle n'avait pas changé de vêtements, elle portait encore les traces de la nuit dans les bois, la chemise déchirée au poignet, la boue séchée sur les bottes, et Tristan comprit qu'elle avait refusé de se retirer pour se préparer, refusant de perdre 1 heure alors que l'heure comptait. Bjorn, Eric, Leif et Sven restèrent debout le long de la paroi, discrets comme des colonnes. Tristan déposa le seau de cire sur la table. Celui que Sven avait trouvé sous la lame de plancher du relais de chasse, portant le loup hurlant des boréans et les 2 lignes de runes gravées. Gunnar le regarda longtemps sans le toucher. « Ce n'est pas suffisant, dit-il. Un seau peut être fabriqué. »« Non, dit Fiona. » Sa voix était égale, posée, mais ferme comme une poutre maîtresse. « J'étais là, père. J'ai vu les hommes qui m'ont prise. Leurs armures. Leurs couleurs. J'ai reconnu le blason brodé sur la cape du chef de groupe. Le loup boréan sur fond de glace bleue est exactement le blason de la garde personnelle de Sigurd. Tu aurais pu te tromper, dans la nuit et la panique. » Je ne paniquais pas, dit Fiona avec une sécheresse tranquille qui cloua le mot dans la gorge de son père. Et j'ai vu Sigurd en personne. À visage découvert. Il nous a bloqué le passage lui-même. Un lourd silence s'installa dans la tente. Aldric prit alors la parole pour la première fois depuis qu'il était entré, de cette voix mesurée qu'il réservait aux moments importants. Sigurd a tué Harald. Il voulait nous faire nous entretuer pendant qu'il attendait les ruines. Il laissa les mots s'installer. Nous avons été manipulés, Gunnar. Les 2. Gunnar fixait la table. La lame de plancher révélait maintenant toute sa vilainie, et quelque chose dans ses yeux ressemblait à de la honte, pas pour lui-même, mais pour avoir failli commettre l'irréparable. Si Fiona n'était pas revenue ce soir. Mais elle est revenue, dit Tristan. Grâce à vous 2 qui avez choisi de vous affronter ici plutôt que de marcher sur Iskarold. Il se pencha légèrement en avant. Il reste une chance, Gunnar. Une seule. Nous révélons le complot aux autres chefs de clan et nous présentons les preuves ensemble, Jarnörn et Ursien côte à côte. Personne ne pourra ignorer ça. Gunnar regarda Tristan longuement. Puis il regarda sa fille. Fiona soutint son regard sans ciller. Il dit vrai, père. L'assemblée d'urgence eut lieu le lendemain à l'aube. Les 5 clans réunis pour la première fois depuis la mort de Harald, dans un espace à ciel ouvert entre les campements, suffisamment neutre pour que personne ne se sente sur le territoire de l'autre. Le ciel était d'un gris de fer et la neige tombait mollement, comme si le temps lui-même marquait une pause. Sigurd Boréan était présent. Il avait dû venir, refuser l'assemblée aurait été une accusation muette. Il se tenait avec ses lieutenants, le visage calme, les yeux pâles balayant la foule avec ce détachement calculateur qui était sa marque. Quand Tristan entra avec Fiona et Gunnar côte à côte,
quelque chose dans ce regard pâle vacilla une fraction de seconde. Gunnar parla le premier. Sans fioriture, sans rhétorique, l'homme n'en avait pas l'habitude et il le savait. Il raconta l'enlèvement tel que sa fille le lui avait décrit, les couleurs boréanes, le saut, la confrontation dans la forêt. Fiona parla ensuite. Clairement, chronologiquement, sans exagération et sans sous-estimation, avec cette précision qui rendait son témoignage plus dévastateur que n'importe quelle rhétorique. Tristan déposa le seau de cire sur la table centrale pour que chaque délégué puisse l'examiner. Sigurd tenta de démonter les accusations une par une, avec le talent d'un homme habitué à retourner les situations. Fausse preuve. Témoignage partial. Vengeance orchestrée par les Jarnorn pour détruire les Boréans. Sa voix était parfaitement contrôlée, son argumentaire habile, son regard converti en outil de persuasion. Ce fut Éric le silencieux qui l'arrêta. Il s'avança et déposa sur la table, à côté du seau, un objet que personne n'avait vu venir, un fragment de courroie de cuir portant une inscription rune. Il l'avait prélevé discrètement sur la cape d'un des guerriers abattus dans la forêt, la nuit du sauvetage, sans en parler à personne. La courroie d'équipement porte le numéro de régiment, dit-il de sa voix rare. 3e régiment de la garde boréane. Affectation directe, la forteresse personnelle de Sigurd. Le silence qui suivit fut d'une qualité particulière, celui des salles où une vérité vient d'entrer par une porte qu'on ne peut plus refermer. Sigurd regarda le fragment de cuir. Il regarda Éric. Son visage ne bougea pas, mais ses yeux firent quelque chose qu'il n'avait jamais fait en public. Ils cherchèrent une sortie. Ils n'en trouvèrent pas. Sigurd fut mis au fer avant midi. Ses lieutenants, ceux qui avaient suivi par loyauté ou par ambition, se dispersèrent ou se rendirent selon leur nature. Le clan boréan dans son ensemble n'était pas coupable, Sigurd avait agi seul, avec une poignée de fidèles triés. Les boréans ordinaires, apprenant la trahison de leur chef, réagirent avec une rage froide qui n'était pas sans rappeler celle que Gunnar avait ressentie la nuit précédente. La fragile alliance semblait enfin possible. Mais ce soir-là, alors que les délégués se réunissaient autour du feu commun pour la première fois, une nouvelle arriva depuis la côte. Un éclaireur. Seul. Le cheval épuisé jusqu'à la limite du possible, les flancs couverts d'écume malgré le froid. L'homme dut être aidé pour descendre de selle, et quand il parla, sa voix était celle de quelqu'un qui a vu quelque chose que les mots ne sont pas faits pour décrire. Des navires, dit-il. Depuis la mer des brumes. Des centaines de navires. Des manoirs à perte de vue. Ils ont rasé Kolvarheim avant-hier à l'aube. Il ne reste rien. Kolvarheim. Un village côtier de 300 âmes. Pêcheurs, familles, enfants. Il ne reste rien. Le feu commun continuait de crépiter. La neige continuait de tomber. Et autour de ce feu, les représentants des 5 clans de Norheim se regardèrent avec dans les yeux quelque chose qu'ils n'avaient pas partagé depuis la mort de Harald. La même peur. Pour la même raison. Tristan se leva lentement. Les Karzaks, dit-il. Il n'avait pas élevé la voix, mais le mot tomba dans le silence avec le poids d'une pierre dans une eau profonde. Les jours qui suivirent furent les plus intenses que Tristan eût jamais vécus et il avait connu des batailles, des sièges, des marches de nuit sous des tempêtes qui tuaient les chevaux. Unifier 5 clans qui se haïssaient depuis 2 générations en une armée cohérente n'était pas une question militaire. C'était une question humaine, et les questions humaines étaient toujours les plus compliquées. Bjorn s'occupait de la logistique avec une efficacité qui surprenait ceux qui le jugeaient sur sa seule apparence. Il passait ses journées à faire l'inventaire des provisions, des chevaux, des armes, des armures, à compenser les déficits d'un clan par les surplus d'un autre avec une équité méticuleuse qui désamorçait les jalousies avant qu'elles n'explosent. Leif Mainrouge devenait l'homme qu'on consultait sur les tactiques défensives. 40 ans de guerre donnaient une expérience que personne dans l'assemblée ne pouvait contester. Il traçait des lignes sur des cartes de peau, désignait les cols, les rivières, les goulots d'étranglement côtiers. Sven aux 2 lames, à la surprise générale, se révéla un négociateur remarquable. Son insolence, qui agaçait tout le monde dans les situations normales, devenait dans les négociations tendues une arme redoutable. Il désamorçait les impasses avec une plaisanterie précisément calibrée,
rappelait aux hommes trop sérieux qu'ils étaient encore en vie et que c'était, en soi, une raison de trouver un accord. Eric, lui, était parti vers la côte avec 3 pisteurs pour évaluer l'ampleur réelle de l'invasion. Et Tristan parlait. À tout le monde. Aux chefs de clan dans les grandes réunions, aux capitaines dans les briefings, aux soldats ordinaires le soir autour des feux. Il n'était pas encore chef des Jarnern, mais quelque chose dans la façon dont il portait ce rôle improvisé faisait que personne ne le lui contestait. Aldric l'observait depuis les marges, sans intervenir, avec une expression qu'il ne montrait qu'à son fils et jamais aux autres. De la fierté, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. C'est dans ces journées de chaos organisées que Tristan et Fiona commencèrent à se parler vraiment. Pas les échanges fonctionnels des premiers jours qui, quand, comment, par où. Des conversations qui s'étiraient plus longtemps que la raison ne l'exigeait, le soir près des feux, parfois tard dans la nuit quand les autres dormaient et que les gardes avaient appris à les laisser tranquilles. Fiona avait naturellement pris en charge la coordination entre les clans pour les questions d'approvisionnement médical, les herbes, les baumes, les guérisseurs de chaque clan, leur nombre et leur capacité. C'était une tâche que personne n'avait pensé à organiser, et elle l'avait vue, l'avait saisie et l'avait résolue avant que quiconque réalise qu'il y avait un problème. « Vous avez fait ça seul ?» lui demanda Tristan un soir en regardant les listes qu'elle avait établies. Quelqu'un devait le faire. La plupart des gens auraient attendu qu'on les désigne. Elle haussa légèrement les épaules. La plupart des gens perdent leur temps à attendre. Il sourit malgré lui. Elle le vit et détourna les yeux avec une rapidité qui était moins de la froideur que de la prudence. Une autre nuit, c'est elle qui lui posa une question qu'il n'attendait pas. « Vous avez peur, parfois ?» Ils étaient assis sur une bûche à l'écart des feux principaux, les épaules à quelques pouces l'une de l'autre, regardant le ciel sans étoiles que les nuages masquaient entièrement. « Tous les soirs, dit-il sans hésiter. « Vraiment. Je pense à ce qui arrive si j'échoue. Si les clans se dispersent. Si les Karzaks déferlent et que Noraim n'a personne pour leur répondre. » Il marqua une pause. « Oui. J'ai peur. Et ça ne vous paralyse pas? » « Non. » Il réfléchit un instant. « Je crois que la peur n'est pas le problème. Ce qu'on en fait, si. » Elle garda le silence un moment, tournant entre ses doigts une petite pierre lisse qu'elle avait ramassée distraitement. « Mon père aurait dit que les guerriers n'ont pas peur. Votre père a peur comme tout le monde. Il est juste très bien dressé à ne pas le montrer. » Un petit rire lui échappa, bref, involontaire, et pour cette raison plus sincère que tout ce qu'il lui avait entendu dire jusqu'ici. Il ne la regarda pas directement en cet instant, par instinct, comprenant que la fixer aurait rompu quelque chose de fragile. « Vous êtes étrange, Tristan Jarnern, dit-elle. »« En quel sens ? » ?»« Dans le sens où vous ne ressemblez à aucun des hommes que j'ai rencontrés. » Elle marqua une pause. « Les guerriers parlent de gloire. Les nobles parlent d'intérêt. Vous parlez de Noraim comme si c'était quelqu'un que vous aimez. Peut-être que c'est le cas. » Elle se tourna vers lui alors, vraiment vers lui, et dans la lumière faible des braises il vit quelque chose dans son regard qu'elle ne montrait jamais d'ordinaire. « C'est un compliment ou une observation ?» demanda-t-il doucement. Elle réfléchit. Un silence s'installa, pas celui de la méfiance, ni de la fatigue. Quelque chose de plus rare. Le silence de 2 personnes qui se trouvent bien là où elles sont. Le vent souffla. Une mèche de sa chevelure rousse effleura presque son épaule. Il suivit ce geste des yeux sans le vouloir, et quand il releva la tête, elle le regardait encore. « Les deux, dit-elle. Peut-être. » Mais dans sa voix, il n'y avait plus vraiment de peut-être. Eric revint au 5e jour. Son visage disait tout avant que sa bouche ne s'ouvre. Il y avait des dizaines de milliers d'hommes dans les armées Karzaks. Leurs avant-gardes contrôlaient déjà 3 villages côtiers. Leurs navires bloquaient les routes maritimes. Ils avançaient méthodiquement, sans précipitation, comme des gens qui ont fait ça souvent et ne voient pas de raison de se presser. « Combien de temps avant qu'ils atteignent les grandes villes ?» demanda Leif. « 20 jours. Peut-être 15 si leur commandant décide d'accélérer. »
La réunion de guerre qui suivit cette nuit-là fut la plus longue et la plus difficile que Tristan n'eût jamais présidée. 5 chefs de clan, chacun avec ses opinions, ses peurs, ses ambitions résiduelles même dans la catastrophe. Il fallut 4 heures pour s'entendre sur un plan défensif, 2 heures de plus pour répartir les responsabilités sans que personne ne se sente lésé, et encore 1 heure pour arrêter un lieu de bataille. La plaine de Valnir. À 2 jours de marche des côtes. Assez large pour déployer une armée des 5 clans. Assez fermée sur les flancs par les collines pour limiter les mouvements de cavalerie adverse. Quand les chefs de clan signèrent l'accord de sang, chacun pressant son pouce entaillé sur le parchemin, Tristan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un espoir réel. Fragile comme de la glace au printemps, mais réel. La nuit avant le départ vers Valnir, Tristan ne trouva pas le sommeil. Il marcha jusqu'aux limites du campement, là où les sentinelles se faisaient plus rares et où l'obscurité de la plaine enneigée rejoignait celle du ciel sans étoiles. Il entendit des pas derrière lui, pas ceux d'Éric, trop sonores, et pas ceux de Sven, trop rythmés. Il se retourna. Fiona. Elle portait son manteau de fourrure sombre et tenait son arc à la main, déjà prête pour le lendemain. Elle s'arrêta à 2 pas de lui et regarda l'horizon comme il le regardait lui-même, vers le sud et vers l'ouest, dans la direction d'où viendrait la guerre. « Vous ne dormez pas non plus, dit-elle. Rarement, avant une bataille. Comment faites-vous pour vous battre le lendemain? La peur du matin m'a toujours mieux réveillé que n'importe quel sommeil. Elle eut un petit bruit qui n'était pas un rire mais qui en était proche, et qui dans l'obscurité et le silence lui parut être l'une des choses les plus douces qu'il eût jamais entendues. Si nous survivons à demain, dit-elle après un moment. Quand nous survivrons, corrigea-t-il doucement. Elle se tourna vers lui. Dans l'obscurité, il ne voyait pas clairement ses yeux, mais il sentait son regard sur lui avec une précision qui n'avait pas besoin de lumière. Quand nous survivrons, répéta-t-elle. D'accord. Le silence revint. Ni l'un ni l'autre ne bougea pour partir, et aucun des deux ne fit semblant de ne pas le remarquer. À un moment, leurs épaules se frôlèrent légèrement le vent, peut-être, ou simplement la proximité et aucun des deux ne s'écarta. Ce fut suffisant. Et bien plus que suffisant. Puis ce fut Fiona qui parla la première. Tristan. Oui. Revenez vivant. Il la regarda dans l'obscurité. C'est un ordre? Une demande, dit-elle. Avec tout ce que ça implique. Elle rentra au campement avant qu'il puisse répondre. Il resta seul dans la nuit froide, avec le vent et la neige et le poids de ce qu'elle venait de dire simple et irréversible comme une flèche déjà décochée. Puis de l'horizon, porté par le vent du sud, lui parvint une odeur qui figea son sang dans ses veines. De la fumée. Des colonnes noires montaient dans la nuit, trop larges pour être des feux de camp, trop proches pour être ignorées. Les Karzaks n'avaient pas attendu 20 jours. Ils avaient avancé de nuit. Et ils étaient déjà là. Chapitre 5e. Là où les aurores décident. La fumée montait en colonne tordue vers un ciel qui n'avait plus de couleur. Tristan n'eut pas besoin de donner l'alarme, les sentinelles l'avaient vu avant lui et les corps de guerre résonnaient déjà à travers le campement quand il revint en courant vers les lignes. En quelques minutes, 5 clans qui dormaient se transformèrent en une armée qui se levait, et dans ce chaos ordonné que seuls les peuples guerriers savent produire, Tristan trouva quelque chose de presque beau, la preuve que l'alliance tenait, que les hommes répondaient ensemble sans attendre de savoir de quel clan venait l'ordre. Leif Main-Rouge était déjà sur la crête nord, une torche à la main, scrutant l'obscurité du sud. Ils ont contourné la côte par l'intérieur des terres, dit-il quand Tristan le rejoignit. 2 colonnes. Celle de gauche vise le col de Alfgar pour nous couper la retraite vers le nord. Celle de droite marche droit sur nous. Et le centre? Le centre attend. Il nous laisse réagir pour observer comment nous fonctionnons. Tristan regarda les colonnes de fumée. Un général qui étudie son ennemi avant d'engager le gros de ses forces. Méthodique. Patient. Dangereux. Ils ont déjà détruit des royaumes entiers, murmura-t-il pour lui-même. Oui, dit Leif. Et ils ont appris de chacun d'eux. La bataille de Valnir commença 2 heures avant l'aube. Pas comme les batailles que Tristan connaissait, les charges frontales, les cris de guerre,
les formations qui s'ouvrent et se referment comme des points. Les Karzaks avançaient différemment. En silence d'abord, ce qui était la chose la plus déstabilisante qu'une armée pût faire. Leurs premières lignes apparurent dans l'obscurité comme une marée montante, sans torchets, sans tambour, juste le bruit sourd et régulier de dizaines de milliers de pas dans la neige. Tristan avait placé les archers des 5 clans sur la crête, 2000 hommes et femmes, Fiona parmi eux, commandant l'aile gauche avec une autorité que personne n'avait songé à lui contester. Il avait placé Bjorn et les fantassins lourds au centre, Sven avec la cavalerie légère sur le flanc droit, Leif en réserve sur les hauteurs avec les vétérans. Et lui-même au centre, à pied, là où la pression serait la plus forte. « C'est là que tu veux mourir ?» lui avait demandé Sven avant de prendre position. « C'est là que je veux que mes hommes me voient », avait répondu Tristan. Sven avait hoché la tête avec l'expression de quelqu'un qui comprend sans approuver, et était parti sans autre commentaire. Les premières flèches partirent de la crête dans un sifflement collectif qui déchira l'air froid. Tristan les entendit depuis sa position au centre. Ce son particulier de 2000 cordes relâchées presque simultanément, suivi une seconde plus tard par le bruit sourd et continu des impacts. Dans l'obscurité devant lui, les premières lignes Karzak vacillèrent. Mais elles ne s'arrêtèrent pas. C'était cela, la différence. Les armées ordinaires hésitent sous les flèches, cherchent un abri, ralentissent. Les Karzaks fermèrent leurs rangs sur leurs morts et continuèrent d'avancer au même rythme, comme si le sol ne comptait pas les corps qu'ils recevaient. Ils ont des boucliers longs, dit Eric à sa droite, surgissant de nulle part comme à son habitude. Ils couvrent 2 hommes chacun. Les flèches ne font qu'effleurer leur formation. Combien de temps avant le contact ? Moins de 5 minutes. Tristan dégaina sa hache de la main gauche et son épée de la droite. Autour de lui, les guerriers des 5 clans serrèrent leurs rangs dans un cliquetis d'armure et de lames. Il entendit des prières murmurées en dialectes différents. Les Ursiens appelaient leurs ancêtres, les Vargrim invoquaient le tonnerre, les Skeldar frappaient leurs boucliers de la paume en cadence. Il n'avait jamais aimé ce moment. Pas parce qu'il avait peur, la peur était là mais elle était gérable. Il ne l'aimait pas parce que dans ces secondes qui précèdent le choc, on pense aux gens qu'on laissera derrière si on ne revient pas. Il pensa à son père. À Bjorn, Eric, Leif, Sven et ses frères sans le sang. Il pensa à Fiona sur la crête, son arc tendu dans l'obscurité. Puis les Karzaks frappèrent la ligne, et il n'y eut plus de place pour rien d'autre que le combat. Ce fut une violence d'une nature différente de tout ce que Tristan avait vécu. Les guerriers Karzaks étaient plus grands que les hommes du Nord, pas tous, mais en moyenne, et leur technique de combat combinait une puissance brute avec une discipline collective qui rendait chaque homme individuellement plus dangereux parce qu'il n'agissait jamais vraiment seul. Ils combattaient en triade, 3 hommes dont les mouvements étaient si coordonnés qu'attaquer l'un revenait à s'exposer aux 2 autres. Tristan apprit cela à ses dépens dans les premières secondes. Il frappa le premier guerrier qu'il atteignit une feinte à droite suivie d'un coup de hache en arc descendant, le même mouvement qui lui avait servi 10 000 fois. Le guerrier para, recula d'un demi-pas, et pendant cette fraction de seconde les 2 hommes qui l'encadraient resserrèrent leur position pour couper les angles de réponse. Tristan pivota, encaissa un coup d'épaule qui l'envoya reculer de 2 pas, sentit la lame du 3e guerrier frôler sa joue gauche avec une chaleur brève et précise. Du sang. Peu profond, mais du sang. Il n'eut pas le temps d'y penser. Il changea de tactique instantanément. Plutôt que de chercher à briser la triade, il en visa le point de coordination. Celui qui donnait les signaux, celui dont les 2 autres suivaient les mouvements. Il était au centre, légèrement en retrait. Tristan chargea droit sur lui en ignorant délibérément les 2 autres, encaissa 2 coups sur son brassard et sa cuisse, et frappa le meneur d'un coup de pommeau au visage suivi d'un estoc de l'épée. La triade s'effondra. Il cria l'observation à ses officiers de voie viser les meneurs, briser la coordination et la tactique commença à se propager dans la ligne comme une flamme dans du bois sec. Sur la crête, Fiona commandait ses archers avec une précision froide. Elle avait compris les formations Karzak plus vite que quiconque. Leurs boucliers long couvraient le front mais laissaient les flancs légèrement exposés lors des transitions entre les postures offensives et défensives. Une fenêtre de quelques secondes seulement. Elle avait réorganisé ses archers en groupes de 10, chaque groupe visant un secteur précis, attendant sa commande avant de tirer. « Attendez » disait-elle. « Attendez. »
Maintenant. Les flèches partaient en salve groupées dans ces fenêtres de 2 secondes, et les résultats étaient meilleurs. Pas spectaculaires, les Karzaks absorbaient les pertes avec une impassibilité terrifiante mais mesurable. À sa gauche, un archer ursien tomba, une javeline Karzak dans l'épaule. Elle n'eut pas le temps de s'arrêter et elle désigna un remplaçant, maintint la cadence, continua. Quelque part en bas, dans la mêlée du centre, elle cherchait sans le vouloir une silhouette spécifique. Elle s'en rendit compte et s'arrêta de chercher par volonté pure. Elle avait un commandement. Elle avait une responsabilité. Elle banda son arc et visa. La bataille dura 6 heures. 6 heures qui ressemblèrent à la fois à une éternité et à un rêve vécu trop vite pour être entièrement mémorisé. Tristan combattit sans interruption pendant les 4 premières heures, sentant ses bras s'alourdir, ses réponses ralentir d'une fraction à chaque échange, les blessures mineures s'accumulaient, une entaille au bras gauche, un coup de bouclier qui lui laissa une côte fêlée dont il ne s'aperçut que bien plus tard. Ce fut Bjorn qui changea le cours de la bataille. Le géant avait reçu 3 lances dans son armure, 2 avaient tenu, une avait traversé et lui avait ouvert le flanc gauche sur une longueur de main. Il se battait toujours, le côté trempé de sang sombre, son marteau de guerre traçant des arcs dévastateurs dans les rangs Karzaks. À un moment, il se retrouva seul face à un groupe de 12 guerriers qui l'avaient encerclé, coupé de sa ligne. Il ne recula pas d'un pas. Ce que Tristan vit ensuite, il le raconterait des années plus tard avec la même incrédulité que s'il le voyait pour la première fois. Bjorn Marteau de Fer frappa le sol de son marteau avec toute la force de ses bras blessés, creusant la pierre gelée sous la neige, et rugit pas un cri de guerre, quelque chose de plus primitif et de plus vaste, qui venait d'un endroit que les hommes ordinaires n'atteignaient jamais. Les 12 guerriers Karzaks hésitèrent. Une seconde. Pas plus. Mais une seconde suffisait. La cavalerie de Sven frappa le groupe par le flanc à cet instant précis, et l'encerclement se dissout dans le chaos. Bjorn s'effondra à genoux immédiatement après, épuisé jusqu'aux os. Tristan fut à ses côtés en 20 pas. « Je vais bien », grogna le géant avant qu'il puisse parler. « Tu saignes. »« J'ai déjà saigné. »« Pas autant. » Bjorn leva les yeux vers lui avec une expression qui était, malgré tout, presque sereine. « Va finir ce combat, Tristan. Je vais m'asseoir un moment. » Le tournant vint avec l'aube. Leif Mainrouge avait attendu ce moment avec la patience d'un homme qui a appris que le bon moment existe toujours si on ne le rate pas. Quand la lumière grise commença à filtrer à l'est, révélant le champ de bataille dans toute son horreur et toute son ampleur, il descendit des hauteurs avec ses vétérans, 600 hommes choisis pour leur endurance et leur flegme, pas pour leur vitesse. Ils frappèrent le flanc gauche Karzak au moment précis où celui-ci commençait à déborder la ligne nordique. Pas en charge héroïque et méthodiquement, en mur de boucliers serrés, repoussant pied à pied avec une régularité de marée qui ne laissait aucune place à l'improvisation adverse. Et depuis la crête, Fiona vit l'ouverture. Le centre Karzak, concentré sur la pression frontale et le débordement gauche, avait légèrement étiré sa formation. Une ligne plus fine. Des espacements plus grands entre les groupes. Elle n'hésita pas. Toutes les flèches. Centre Karzak. Maintenant. 2000 arcs se tendirent. 2000 flèches partirent dans la lumière naissante de l'aube comme un nuage d'oiseaux sombres. La ligne du centre Karzak plia, perdant plusieurs centaines de guerriers. Ce n'était pas une rupture, ces guerriers ne rompaient pas facilement. Mais c'était une hésitation, une compression, un moment où les triades perdirent leur cohésion, le temps de reformer leur ligne. Tristan vit cette hésitation depuis sa position au centre. Il n'eut qu'une seconde pour décider. « Jarnörn » cria-t-il. « Tous les clans. En avant !» Et pour la première fois de l'histoire de Norheim, les guerriers des 5 grands clans chargèrent ensemble sous les aurores boréales qui venaient de s'allumer dans le ciel du nord, vertes, bleues, pourpres, comme si les dieux eux-mêmes avaient choisi cet instant pour regarder. Le commandant Karzak ordonna la retraite 1 heure après l'aube. Ce ne fut pas une retraite, ce fut une déroute. Les formations qui avaient avancé en silence dans la nuit, impénétrables et disciplinées, se disloquèrent sous la pression combinée des 5 clans comme de la glace sous un marteau. Les triades de combat se dispersèrent, les lignes arrières refusèrent de tenir,
et ce qui avait été une armée devint en moins d'une heure une masse d'hommes qui couraient vers leurs navires en abandonnant leurs morts, leurs armes et leur équipement derrière eux. Sven Odelam les poursuivit avec la cavalerie jusqu'aux berges, ne s'arrêtant que lorsque les derniers soldats karzakhs se jetèrent littéralement à la mer pour atteindre leurs navires. Sur les flots gris de la mer des Brumes, les grandes embarcations à manoirs s'éloignèrent en désordre, certaines à moitié vides, d'autres surchargées de survivants qui s'étaient battus pour monter à bord. Ils ne laissèrent derrière eux que leurs morts et la certitude qu'ils avaient rencontré quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Un Noraim uni. Tristan les regarda partir depuis la crête où ils s'étaient finalement hissés, les jambes lourdes comme du plomb, le bras gauche bandé avec un morceau de sa propre cape. À ses côtés, les chefs des 5 clans regardaient la même chose en silence, les derniers manoirs qui disparaissaient dans la brume de la mer des Brumes, fuyant un Noraim qu'ils avaient cru facile à briser. Gunnar des Ursiens fut le premier à parler. Il ne s'attendait pas à ça, dit-il avec une satisfaction rugueuse dans la voix. Non, dit Tristan. Ils ont détruit des royaumes divisés. Ils n'avaient jamais rencontré un peuple uni. Et s'ils reviennent un jour avec davantage d'hommes, dit le représentant des Skeldar. Alors ils trouveront la même réponse, dit Aldric Jarnörn derrière eux, de sa voix mesurée. Parce que nous serons toujours ensemble. Personne ne contredit cette certitude. Et pour la première fois depuis la mort de Harald, personne n'en ressentit le besoin. Tristan trouva Fiona en bas de la crête, près des blessés qu'on avait regroupés à l'écart de la bataille. Elle aidait une guérisseuse ursienne à bander le bras d'un guerrier Skeldar, un geste qui 3 jours auparavant aurait été impensable entre ces 2 clans, et quand elle leva les yeux et le vit, quelque chose dans son visage se dénoua d'un coup. Elle se leva. S'approcha. S'arrêta à 2 pas. Son regard fit l'inventaire de ses blessures avec une rapidité qui ressemblait à ce que font les gens qui ont eu peur pour quelqu'un et qui vérifient que cette peur n'avait pas raison. La joue, dit-elle. Superficielle. Le bras. Cousu. La côte? Il la regarda, surpris. Comment tu te tiens différemment sur le côté gauche. Depuis 1 heure. Il ne répondit pas. Elle s'approcha encore d'un pas, le dernier pas, celui qui les mettait à une distance où les voix n'avaient plus besoin de porter. Vous avez tenu votre promesse, dit-elle doucement. Vous m'avez demandé de revenir vivant. Me voilà. Me voilà, répéta-t-elle avec une légèreté qui n'en était pas vraiment une. Ils se regardèrent dans la lumière froide du matin, avec autour d'eux le bruit du champ de bataille qui s'éteignait lentement et les gémissements des blessés, les ordres des capitaines, le vent qui reprenait ses droits sur une plaine que les hommes venaient de lui rendre. Ce fut lui qui bougea le premier. Lentement, sans précipitation, comme quelqu'un qui a tout son temps alors qu'il ne l'a peut-être pas, il leva la main et effleura sa joue à elle du bout des doigts juste un instant, juste assez pour que le geste soit réel et pas imaginé. Elle ne recula pas. Elle ferma les yeux 1 seconde. Quand elle les rouvrit, il y avait dans son regard quelque chose qu'elle ne cherchait plus à cacher. Nos clans sont encore rivaux, dit-elle. Officiellement. Officiellement, convint-il. Ça va être compliqué. Tout ce qui vaut quelque chose l'est. Elle regarda au loin, vers l'horizon sud où les derniers navires karzakhs disparaissaient dans la brume de la mer des Brumes. Puis elle regarda à nouveau Tristan, et cette fois le sourire qui naquit sur ses lèvres n'hésita pas, ne s'arrêta pas au coin de la bouche. Il alla jusqu'au bout. Bjorn survécut à ses blessures. Leif l'annonça le soir même avec la sobriété d'un homme qui ne croit pas au miracle mais qui reconnaît les faits. Le géant avait perdu beaucoup de sang et dormirait probablement 3 jours, mais ses organes étaient intacts et sa constitution était celle d'un homme que la mort elle-même hésiterait à contrarier. Sven Odelam, à l'annonce de la nouvelle, dit simplement. Évidemment. Eric ne dit rien, mais posa une main sur l'épaule de Bjorn endormi pendant 1 seconde entière, ce qui pour lui équivalait à un discours. Le conseil des 5 clans se réunit au coucher du soleil, dans la lumière orange et violette d'un crépuscule qui semblait vouloir compenser les heures de gris qui l'avaient précédé. Il n'y avait pas d'hésitation cette fois. Pas de négociation sur les priorités ou les territoires. Les Karzakhs reviendraient un jour ou l'autre, tout le monde le savait, et cette certitude partagée avait achevé ce que les jours précédents avaient commencé. Gunnar parla pour les Ursiens. Aldric pour les Jarnörn.
Les représentants des Skeldar, des Vargrim et des Boréans, ces derniers sous une direction provisoire depuis l'arrestation de Sigurd, parlèrent chacun à leur tour. Ils signèrent le pacte de Valnir à la lumière des torchers, sur un parchemin que Leif avait préparé de sa main tremblante de vétéran. 5 sceaux. 5 empreintes de sang. Une seule bannière à construire. Quand ce fut fait, quand le parchemin fut roulé et confié à la garde d'Éric, le seul homme que tous les clans reconnaissaient comme parfaitement impartial, un silence particulier s'installa dans la tente. Pas le silence de l'épuisement. Pas celui de la méfiance. Quelque chose de plus rare et de plus difficile à nommer. Le silence de gens qui viennent de décider ensemble, pour la première fois, d'être quelque chose de plus grand que ce qu'ils étaient séparément. Ce fut Gunnar qui le brisa, de cette voix de montagne qui lui appartenait. Harald aurait aimé voir ça, dit-il. Personne ne répondit. Personne n'avait besoin de le faire. Cette nuit-là, le dernier feu brûla longtemps. Tristan était assis près des braises, seul pour la première fois depuis des jours. Ses blessures avaient été soignées, ses compagnons dormaient, le campement respirait avec la lenteur des corps exténués qui ont enfin l'autorisation de lâcher prise. Il entendit des pas. Il n'eut pas besoin de se retourner. Fiona s'assit près de lui, pas sur la bûche opposée cette fois. À côté. Ils regardèrent le feu un moment sans parler. « J'ai pensé à ce que vous avez dit, dit-elle enfin. Avant la bataille. Vous connaître autrement que dans la guerre et la fuite. Et je pense que c'est une idée raisonnable. » Il sourit, pas le sourire calculé du chef de guerre ni celui du négociateur. Quelque chose de plus simple. Raisonnable, répéta-t-il. C'est le mot que vous choisissez. C'est un bon mot. Ce n'est pas le mien. Elle se tourna vers lui. Dans la lumière des braises mourantes, ses yeux verts avaient la couleur de la mer par temps calme, cette couleur qu'on ne voit qu'une fois et qu'on ne cherche plus à décrire parce que les mots n'y suffisent pas. Quel est le vôtre, dit-elle doucement. Il réfléchit une seconde. Nécessaire, dit-il. Je pense que c'est nécessaire. Elle le regarda encore un moment. Puis elle appuya légèrement l'épaule contre la sienne, le même frôlement que la nuit précédente, la même décision tacite de ne pas s'écarter, et reporta les yeux vers le feu. Nécessaire, dit-elle. D'accord. Au-dessus d'eux, les aurores boréales revenaient dans le ciel du nord, vertes et bleues et silencieuses, comme chaque nuit depuis des millénaires, indifférentes au royaume qui naissait et mourait sous elles. Mais cette nuit-là, 2 personnes les regardèrent ensemble. Et Noraim, pour la première fois depuis la mort de Harald le rassembleur, respira. Fin des larmes de glace de Noraim. Ainsi s'achève notre voyage au cœur des terres glacées de Noraim. Si cette histoire vous a transporté dans les fjords enneigés de Noraim, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un simple j'aime dans les commentaires ou un abonnement permet à d'autres passionnés de fantasy épique de découvrir ces aventures.